Bien. Donc Hobbes, c'est lui qui pose les bases d'une théorie de la justification de l'État qui est très courante aujourd'hui, qui est la justification conséquentialiste qu'on va essayer de comprendre pour commencer et d'évaluer ensuite. L'argument conséquentialiste en faveur de l'autorité de l'État, il prend la forme suivante. Première prémisse empirique, dans de nombreux cas, les individus livrés à eux-mêmes agissent d'une manière qui ne sert pas leurs intérêts respectifs. Chose importante à remarquer ici, c'est les intérêts respectifs des individus. Okay? Donc si vous nous laissez agir, nous tout seuls, on va faire des choses qui desservent nos propres intérêts. C'est très différent de ce que vous avez chez Rousseau, où Rousseau dit quelque chose comme si vous laissez les individus tout seuls, parfois ils défendent quelque chose qui n'est pas conforme au bien général, à la volonté générale. Puis la volonté générale, ça flotte un peu en disant qu'est-ce que c'est que cette volonté générale? La volonté de tous qui n'est pas la volonté de chacun, moi si c'est pas ma volonté, ça ne m'intéresse pas. Ici, vous voyez que ça intéresse chacun. Hein? Dans la première prémisse des arguments lockéens, ça intéresse chacun de nous, mais simplement, si on agit librement, même si on est rationnel, on n'arrive pas à ça. Alors il y a un peu un paradoxe, je vous ai dit avant, Hobbes dit on est tous préoccupés par notre intérêt, l'égoïsme psychologique. Deuxième chose, on est tous rationnels. Et pourtant, la première prémisse dit, même si on cherche notre intérêt et qu'on est rationnel, parfois on n'arrive pas à défendre notre intérêt. Et ça, c'est précisément les arguments qu'on va voir maintenant en faveur de la première prémisse de cet argument qui vont établir ça. Des arguments assez simples, vous allez voir, qui montrent que même si vous êtes rationnel individuellement, collectivement, on peut arriver à des résultats qui nous nuisent individuellement, qui ne sont pas optimum individuellement. Deuxième prémisse de l'argument conséquentialiste, les États peuvent, par la contrainte, conduire les individus à satisfaire leurs intérêts. Donc si on se laisse nous-mêmes agir, on arrive à des choses qui sont suboptimales, mais si l'État intervient, il peut nous aider à satisfaire notre intérêt. Troisième prémisse, une prémisse éthique, cette fois, lorsque des individus livrés à eux-mêmes agissent d'une manière qui ne serve pas leurs intérêts respectifs, donc c'est la première prémisse, et que l'on peut par la contrainte les conduire à satisfaire leurs intérêts, ça c'est la seconde prémisse, alors il est légitime de les contraindre de manière à satisfaire leurs intérêts. Okay. On a besoin de cette prémisse-là pour arriver évidemment à la conclusion qui nous dit que la coercition exercée par des États comme ceux qu'on vient de décrire, c'est une coercition légitime. D'accord ? Donc la raison pour laquelle les États sont légitimes, c'est 1. Quand on agit seul, on arrive à des choses qui sont suboptimales, pas du point de vue de la nature, de l'environnement, de la justice, mais du point de vue de nous, individuellement. Deuxième prémisse, les États peuvent nous aider par la contrainte à obtenir une situation qui est meilleure pour chacun de nous. Troisième prémisse, on a le droit de contraindre des individus quand c'est pour leur bien, pour le dire très rapidement. Donc, les États peuvent nous contraindre parce que c'est pour notre bien individuellement. Ça, c'est la justification conséquentialiste de l'autorité politique. Oh zut, j'avais fait une belle transition mais qui n'a pas marché. Bon, c'était ma première prémisse, je voulais qu'elle glisse en haut. Je vais réparer ça pour dans 3 ans. Donc, on commence par la première prémisse. Pourquoi penser que dans de nombreux cas, les individus laissés à eux-mêmes agissent d'une manière qui ne sert pas leurs intérêts respectifs? Okay. Et les situations qu'on va chercher à mettre en avant ici, c'est des situations dans lesquelles chacun poursuit son intérêt privé, et cette agrégation des poursuites individuelles des intérêts privés conduit à un résultat qui est moins bon que celui qu'on aurait obtenu si on avait coopéré. Évidemment, la coopération, on ne l'a pas faite, parce que c'est précisément ce que l'État va avoir pour tâche de faire, mais on va arriver à un résultat qui n'est pas optimal de notre propre point de vue. On va voir 3 types de cas, pas juste types de cas, pardon, dont vous avez certainement entendu parler au moins pour certains d'entre eux. Premier cas très simple, qu'on appelle la tragédie des ressources communes. Deuxième cas, ce qu'on appelle les dilemmes du prisonnier. Et puis troisième cas, ce qu'on appelle les biens publics et communs. Alors on commence par la tragédie des ressources communes. Qu'est-ce que c'est que cette tragédie? C'est quelque chose qui a été découvert par Sidgwick, qui a donné lieu à une ample littérature qui est très discutée aujourd'hui dans le contexte de la philosophie et plus généralement des réflexions sur la préservation de l'environnement.
quel est l'exemple qui a conduit à ces réflexions? C'est l'exemple suivant. Vous avez Paul et vous avez Julie, chacun a son petit étang dans son jardin. Et puis, chacun va pêcher chaque jour quelques gardons, goujons, carpes, je ne sais pas quoi. Mais comme chacun a son propre étang, il fait attention à pas trop pêcher. Parce qu'il a remarqué que ce n'est pas un grand étang, s'il surpêche, il ne va pas laisser les poissons se reproduire. Pareil pour Julie, elle ne surpêche pas parce que c'est son étang. Tragédie des... Donc, quand je pêche dans mon étang, je fais attention de ne pas trop prendre de poissons pour permettre aux réserves de se reconstituer. Moi aussi, dit Julie, quand je pêche dans mon étang, je fais attention de ne pas trop prendre de poissons pour permettre aux réserves de se reconstituer. Il y a 3 ans, j'avais pu mettre le garçon en bleu et la fille en rose. Aujourd'hui, je pense que je ne devrais plus faire des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les ressources communes? Supposez maintenant que vous ayez un étang commun qui n'appartienne à personne, ou qui appartienne à tout le monde, le problème est le même. Julie et Paul peuvent aller pêcher dans cet étang commun. C'est ça la chose importante. Et la question qui se pose, la question des tragédies des communs, c'est qu'ici, il n'y a plus de raison pour Julie et pour Paul de ne pas surpêcher. Pourquoi? Parce que Paul va raisonner de la façon suivante. Quand je pêche dans mon étang, je fais attention. Par contre, mais ça ne le dit pas Julie, quand je vais à l'étang commun, je prends autant de poissons que possible, parce que je crois que Julie, elle risque de faire pareil de son côté. Donc, je n'ai pas de raison, moi, de ne pas en prendre le maximum, de laisser les ressources se reconstituer, parce que de toute façon, elle va faire ça. Et Julie raisonne de son côté de la manière suivante, ça reste entre nous, mais quand je vais à l'étang commun, je prends autant de poissons que possible, parce que Paul va faire pareil. Okay. Donc, les résultats de ces réflexions, c'est que les étangs privés sont bien préservés, mais l'étang commun, chacun en prend le plus possible, et à l'arrivée, les poissons ne peuvent plus se reproduire. Il y a de moins en moins de poissons, voire plus du tout de poissons, parce qu'il y a une surpêche. Il n'y a pas de raison pour chacun de limiter la quantité de poissons qu'il attrape. Lucas? Dans cet exemple, ils conservent leur étang individuel. Oui, ils aiment beaucoup le poisson. Ça a pas, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Pourquoi? Vous pensez que ça change quelque chose? Oui, je pense, parce que si... parce qu'un étang commun où ils ont plus d'intérêt à ne pas pratiquer la surpêche, même si l'autre peut-être pourrait le faire, parce que si c'est eux la source du fait qu'il y a plus de poissons dans l'étang, et ben c'est pire que pas de poissons du tout. Enfin, ils n'auront plus de ressources de toute manière si eux commencent à pratiquer la surpêche et qui sont la source du problème, même individuellement. Alors c'est vrai que s'ils conservent leur étang commun, ben, ils ont toujours une source à côté et puis ils n'ont vraiment aucune raison de pratiquer la surpêche. Donc, ok. Donc ce que vous dites là, ça doit vous rappeler ce qu'on a vu sur l'utilité marginale, c'est de dire qu'est-ce que c'est que l'utilité d'un poisson pour Paul? Ça dépend de la quantité de poissons qu'il a déjà. Okay. Et ce que vous êtes en train de dire, pour le dire dans le jargon des économistes, c'est de dire s'il a déjà un étang, alors l'utilité marginale d'aller pêcher dans l'étang commun, elle est beaucoup plus faible parce qu'il a déjà des poissons, donc là, il s'en fiche un peu de fiche en l'air l'étang commun. Pareil pour Julie. Mais l'idée ici, c'est qu'il y a quand même une utilité, même si elle est décroissante. L'utilité marginale, elle est décroissante, pour les poissons en tout cas. Si on en a déjà, on a moins envie d'en avoir plus. Mais il y a quand même une utilité, et les deux ne discutent pas entre eux, d'accord? Ils ont juste un raisonnement sur la manière dont l'autre va agir. Okay. Donc supposez qu'ils ne puissent pas discuter, ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour dire « tu ne prends pas trop, d'accord, moi je mets pas... » Parce que ça, ce serait le début d'une solution étatique ou proto-étatique. Okay. Chacun sait que l'autre va venir pêcher dans l'étang, et il n'a aucune raison, il n'a aucune manière de convaincre l'autre d'avoir un contrôle sur l'action de l'autre. Okay. Et donc, ce qui va se passer souvent, c'est de dire on va gaspiller les ressources ici. Hein. Même si on n'a pas très envie de ce truc-là, le fait qu'on ne puisse pas contraindre des poissons, si on n'en a pas un énorme besoin, on va quand même continuer à le faire. Mais si ça vous trouble, si vous avez besoin que l'utilité marginale augmente, faites l'hypothèse qu'ils ont perdu leur étang commun de manière à ce qu'ils tiennent très très fort. Ils ont perdu leur étang privé de manière à ce qu'ils tiennent très très fort à l'étang commun. Je ne pense pas que ça change la structure du problème. Ce qui compte, c'est qu'ils veuillent attraper le plus de poissons possible, même si ce n'est pas la chose la plus utile pour eux, et qu'ils ne puissent pas encore se mettre d'accord à ce niveau-là. Ils n'ont pas de possibilité de discuter entre eux pour adopter une politique, précisément, de gestion de l'étang commun. Bon, c'est un exemple qui vient de Sidgwick, qui est souvent attribué à une personne dont le nom ne revient pas. Je vous passe
Citation. Alors, ce genre de tragédie des communs, elle est souvent présentée en termes de ressources naturelles, mais vous l'avez dans plein de choses. La surpêche, évidemment. Si vous prenez la déforestation, chacun a le droit, a intérêt à... si la forêt est commune, c'est pas très grave si vous coupez 10 arbres pour construire votre maison, ou pour faire votre champ, pour planter je sais pas quoi. Si la forêt appartient à tout le monde. Okay. Si c'est la vôtre, vous allez peut-être faire attention à la préserver, mais si elle est commune, vous n'avez pas d'intérêt à faire ça. Pareil pour la chasse aux éléphants, si les éléphants appartiennent à personne, que vous tuiez 1, 10, 12 éléphants, ça ne va rien vous changer, puisque de toute façon, vous n'avez pas de raison de penser que les autres vont se restreindre. Par contre, si c'est vos éléphants, vous avez votre parc d'éléphants, peut-être que vous aimez beaucoup la chasse aux éléphants, vous allez dire, mais je ne vais quand même pas tuer tout le troupeau, parce que j'aimerais bien pouvoir continuer à chasser. Souvenez-vous encore que dans cette idée-là, j'arrive tout de suite, dans cette idée-là, on pense à l'intérêt des individus, ici. On n'est pas dans une... Il y a des exemples écologiques ici. Une des grandes questions en philosophie de l'environnement, c'est de savoir si l'environnement a une valeur par lui-même, indépendamment de l'intérêt des individus. Ici, dans l'optique qu'on adopte ici, on pense à l'intérêt des individus, okay, des êtres humains, en l'occurrence. Oui. Moi, j'ai l'impression que intuitivement, en fait, c'est l'inverse, dans le sens où, là, par exemple, l'image de la vaisselle qui se passe, si on vit en communauté et tout, et que chaque personne, du coup, se dit, bon, bah, la vaisselle, je la laisse, et puis il y a bien quelqu'un qui la fera, par exemple, ça va très vite tourner, mal tourner, alors que si, du coup, on se dit que bon, bah, c'est commun, donc chacun doit faire sa part du travail, pareil avec la surpêche, ça me paraît intuitivement plus logique de faire chacun sa petite part que de laisser en fait. En gros, on devrait généraliser toujours notre acte aux autres. Donc, pareil pour la surpêche. Si moi je surpêche, du coup, ça va autoriser l'autre à surpêcher. Et au bout d'un moment, il y aura plus de poissons et tout le monde aura perdu. Alors que si on se dit que nous-mêmes, en tant qu'individus, pour notre propre intérêt, on devrait éviter de surpêcher parce que sinon ça autorise les autres. Ouais. Le problème serait pas lui-même, mais presque. Oui, alors, dans votre question, il y a plein de... On devrait, ok. Et on ne devrait pas avoir ça, on est tous d'accord, on ne veut pas de ça, d'accord. Mais l'optique de Hobbes, c'est des conséquentialistes, c'est de dire, puis si vous avez une colocation, vous avez déjà connu ça, sans doute, enfin, en tout cas, colocation avec des garçons, vous avez connu ça, c'est sûr. Vous dites, si c'est votre cuisine, vous faites attention, parce que vous n'avez pas envie de retrouver votre assiette sale le lendemain. Mais vous arrivez le matin, il y a l'assiette sale de Jean-Claude qui a pas, en plus il mange des raviolis en boîte, ça pue, c'est épouvantable, il n'a pas rangé son assiette. Vous faites votre bol de café, vous dites, il n'a pas rangé son truc, pourquoi moi je rangerais le mien? Et puis vous avez un effet de... dès qu'il y a quelqu'un qui commence à ne pas collaborer, cet effet s'enchaîne, d'accord? C'est un peu la même chose que pour l'étang. Vous suspectez que les autres ici vont prendre plein de poissons, mais si les autres prennent plein de poissons, pourquoi moi je ne ferais pas de même? À partir du moment où les autres font ça. Donc je suis d'accord avec vous qu'il y a un cercle vertueux qu'on veut enclencher. On aimerait que chacun soit responsable et se dise, et si chacun en fait notre vaisselle, on aura une belle cuisine. Mais la question c'est comment enclencher ce cercle vertueux-là, d'accord? Et si vous avez juste... Il suffit que quelqu'un commence à sortir du cercle vertueux pour que vous perdiez cette motivation-là. Hein. Donc ça, on aimerait tous être concernés collectivement par une bonne manière d'agir, mais en général, même une leçon de morale ne va pas vraiment marcher dans ces histoires-là. Hein. Ça, c'est un peu le problème qu'on a avec l'environnement, c'est qu'on peut arriver en disant... on peut expliquer aux gens, si vous polluez, si vous faites ça, ça va polluer, on compte sur votre vertu, mais il y a peu de gens réalistes qui pensent que c'est le sentiment de vertu qui va sauver la planète. A priori, marginalement, ça peut jouer. Hein. J'ai pris la voiture plutôt que prendre le train, l'inverse, pardon, j'ai pris le train plutôt que prendre la voiture. Et si on doit juste compter sur ce type de décision-là, il y a peu de chances qu'on évite de grandes catastrophes comme ça. Hein. En tout cas, c'est l'optique des réalistes à la Hobbes qui sont pas complètement, qui pensent pas qu'on va réviser la nature humaine fondamentalement. Peut-être il y a des gens bien, mais on présuppose qu'en général, les gens poursuivent leur intérêt. Souvenez-vous que c'est une de nos hypothèses. Alors, donc ce type de tragédies, elles sont partout, et souvenez-vous, donc on est en train d'essayer la première prémisse de l'argument conséquentialiste, en un sens c'est la plus simple, mais c'est important de voir les différents cas. Donc on essaye de dire que dans de nombreux cas, même si on est des êtres rationnels qui poursuivons notre intérêt, l'agrégation de nos décisions individuelles conduit à des résultats collectifs qui ne sont pas optimaux.
Le deuxième type de cas qui est discuté, dont vous avez sans doute entendu parler, cas central en théorie des jeux, qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on appelle les dilemmes du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est le dilemme suivant. Vous avez deux voleurs, Bob et Jack, qui ont été capturés par la police, qui les a enfermés dans deux salles distinctes. Et le policier qui les interroge n'a pas assez de preuves, et pour les faire parler, il leur fait l'offre suivante. Il dit à chacun d'eux, si tu dénonces ton complice et qu'il te dénonce, donc chacun dénonce l'autre, alors vous aurez chacun 10 ans de prison. En revanche, si tu dénonces ton complice et que ton complice ne te dénonce pas, alors j'en conclurai que c'est pas toi et que c'est lui, donc toi tu auras 0 année de prison, tu seras libre, et ton complice, lui, il aura 20 ans de prison. Et puis, dernière chose que dit le policier, si vous refusez l'un et l'autre de vous dénoncer, okay, si chacun vous dit non, c'est ni moi ni l'autre, alors mes suspicions restent quand même fortes, vous aurez, mais comme je n'ai pas de preuves, vous aurez que 2 ans de prison chacun. Okay. Donc, s'ils se dénoncent tous les deux, ils n'ont que 10 ans. Si l'un dénonce l'autre et l'autre pas, celui qui a dénoncé à 0 et l'autre à 20 ans de prison. Et si aucun des deux ne se dénonce, ils ont 2 ans de prison chacun. Alors ça, on représente ça dans ce type de tableau qui se lit de la façon suivante. Donc ce que veut dire cette case-là. Donc ça, vous avez les actions de Bob ici, et vous avez les actions de Jack ici. Bob, il doit choisir entre dénoncer ou pas dénoncer Jack. Jack, il doit choisir entre dénoncer Bob ou ne pas dénoncer Bob. Okay. Donc chaque colonne représente les actions de chacun des deux protagonistes ici. Si Bob dénonce Jack et que Jack dénonce Bob, alors Bob, il a 10 années de prison, et Jack, il a 10 années de prison. En rouge, vous avez l'utilité, ou plutôt ici la désutilité, l'utilité négative pour Jack, et en bleu, vous avez l'utilité négative pour Bob. Okay. D'un autre côté, si vous avez Bob qui dénonce Jack, mais que Jack ne dénonce pas Bob, okay, alors Bob, il n'a pas de prison, et Jack, lui, va avoir 20 ans de prison. Inversement ici, ça c'est ce qui se passe quand Jack dénonce Bob, et que Bob ne dénonce pas Jack. À ce moment-là, Bob a 20 ans de prison et Jack, lui, est libre. Et le cas où aucun des deux ne se dénonce, ben chacun a 2 ans de prison. D'accord ? Est-ce que le cas est clair pour tout le monde ? Pour l'instant, on n'a pas tiré aucune conclusion, c'est juste de voir ce qui se passe. Alors, on est dans une optique hobbesienne, donc on pense que chacun cherche son intérêt. Ce qui est le mieux pour Bob, c'est de ne pas faire de prison et que son copain aille en prison. Et ce qui est le mieux pour Jack, c'est de ne pas faire de prison et que son copain aille en prison. D'accord ? Ils ne sont pas altruistes, ils se sont juste mis ensemble pour gagner de l'argent. Ils se fichent que l'autre aille en prison ou pas. Ce qu'on va chercher à montrer dans ce dilemme du prisonnier, c'est que si on laisse Bob et Jack raisonner individuellement, rationnellement, ils vont immanquablement finir dans la situation où ils se dénoncent tous les deux. Alors qu'il y avait une situation meilleure, qui aurait été celle où ils collaborent et où ils ne se dénoncent pas tous les deux. Dans ces cas-là, ils n'auraient fait que 2 ans de prison chacun. Donc les deux vont se retrouver en prison pour 10 ans. Ils vont avoir 10 ans pour se dire, si seulement on ne s'était pas dénoncé, on n'aurait fait que 2 ans. Mais c'est trop tard maintenant. Et il n'y a aucune manière pour eux d'arriver, puisqu'ils ne peuvent pas communiquer, à la situation optimale dans laquelle ils ne se dénoncent pas. Et pour que vous voyez où est-ce qu'on cherche à aller, ce que veulent dire les gens qui s'intéressent au dilemme du prisonnier, c'est dire cette situation-là, là on parle de criminels, mais en fait cette situation-là, elle se répète partout. Individuellement, on arrive souvent à des situations qui sont suboptimales alors qu'on voudrait être là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'État. C'est l'État qui doit venir nous dire venez intervenir ici pour faire en sorte qu'on se fasse confiance, qu'on ne se dénonce pas dans cet exemple-là. Mais vous allez voir que c'est un dilemme qui a l'air propre à un cas particulier, mais qui se généralise à un grand nombre de cas. Bref, ça je vous l'ai déjà dit. Excusez-moi, c'est une diapo en trop que je n'ai rien enlevé. Donc c'est ce qu'on appelle une matrice de gain. Peu importe. Alors, pourquoi est-ce que les deux vont se dénoncer ? Prenez n'importe lequel des deux. Ici, on prend Bob.
et quelle que soit la manière dont il raisonne, il va arriver à la conclusion qu'il doit dénoncer Jack. Pourquoi est-ce qu'il doit dénoncer Jack? Il a deux manières de raisonner, mais qui aboutissent de toute façon au même résultat. Il peut se dire, dans tous les cas, je ne vais pas m'occuper de ce que je fais de Jack, je vais m'occuper de ce qui peut m'arriver à moi selon mes deux positions, mes deux actions possibles. Qu'est-ce qui se passe si je dénonce Jack? Qu'est-ce qui se passe si je dénonce pas Jack? Okay. Si je dénonce Jack et que Jack me dénonce, j'ai 10 ans de prison. Si je dénonce Jack et que Jack ne me dénonce pas, j'ai 0. Okay. Ça, c'est ce qui se passe si je dénonce Jack. Et qu'est-ce qui se passe si je dénonce pas Jack? Si je dénonce pas Jack et que Jack me dénonce, alors là, c'est le pire pour moi, j'ai 20 ans. Et si je dénonce pas Jack et que Jack ne me dénonce pas, alors on a 2 ans chacun. Okay. Souvenez-vous qu'il doit choisir entre cette ligne et cette ligne. Okay. Donc il doit comparer les meilleurs résultats pour chacune de ces lignes. S'il dénonce Jack, dans un cas, il a 10 ans, dans l'autre cas, il a 20 ans. Donc il a intérêt, dans la première situation, quoi que fasse Jack dans le premier cas, il a intérêt à choisir le cas où il a 10 ans, ici. Et puis s'il dénonce Jack de l'autre côté, ici il a 0, tandis que là il a 2 ans de prison. Donc dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle un cas où une option domine une autre, c'est que les résultats de la première option sont toujours meilleurs. Okay. S'il dénonce Jack, il se retrouve toujours dans une meilleure situation. Soit Jack le dénonce et ils ont 10 ans, soit Jack le dénonce pas et il a 0. Tandis que si Jack, s'il dénonce pas Jack, alors il risque d'avoir 20 ans ou 2 ans. Dans tous les cas, c'est pire. Okay. Donc il a excellente raison, rationalité individuelle de dénoncer Jack. Okay. C'est un raisonnement qui est, mettez-vous à sa place, dans les deux cas, j'ai intérêt à dénoncer Jack. Okay. Parce que soit j'ai 10 ans, soit j'ai 0 ans, et ça c'est mieux que d'avoir 20 ans ou d'avoir 2 ans de prison. Autrement dit, que Jack me dénonce ou non, dans tous les cas, je fais mieux de le dénoncer. Ça c'est le raisonnement, et il est impeccable du point de vue de la rationalité instrumentale. Il y a une autre manière de raisonner pour Bob qui est parfois mentionnée, mais je l'ai dit ici parce que c'est parfois comme ça qu'on envisage la chose. Bob, à ce moment-là, se dit, je ne vais pas raisonner en fonction de moi, je vais raisonner en fonction de Jack, je vais me demander ce que Jack va faire. Et je vais me dire que Jack, en fait, il va faire exactement ce raisonnement-là, donc Jack, il va me dénoncer. Donc je sais que Jack va me dénoncer, donc ça veut dire je raye le cas où il ne va pas me dénoncer, je sais que Jack va me dénoncer, et à ce moment-là, je choisis la meilleure option dans celle qui reste, évidemment. Si je sais qu'il va me dénoncer, j'ai intérêt à le dénoncer aussi, parce que c'est là où j'aurai 10 ans. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans le dilemme du prisonnier, c'est que, et c'est ça qui est parfaitement intéressant et fascinant dans ce dilemme, c'est que chacun a agi parfaitement, rationnellement, en ce qui concerne la défense de son intérêt. Vous n'auriez pas fait mieux, en un sens. Les deux raisonnements sont impeccables. Ils veulent sauver leur peau et ils font ce qu'il faut pour sauver leur peau, mais ils aboutissent à une situation qui n'est pas la meilleure. Okay, qui est une situation, encore une fois, où ils ont 10 années de prison chacun. Alors que s'ils avaient collaboré, comme on dit, s'ils avaient pu se faire confiance, ils n'auraient obtenu que 2 années de prison chacun. Okay. Donc le problème, c'est que quelle que soit la façon dont raisonnent Bob et Jack, ils aboutissent dans la case en haut à gauche, 10 ans, mais ce n'est pas la case optimale. Tous les deux pourraient améliorer leur sort s'ils n'avaient pas dénoncé l'autre. Okay. Donc ça, c'est la solution qu'on va appeler la solution optimale qu'ils auraient pu obtenir, et ils se retrouvent tous les deux ici. Je vous ai parlé d'optimalité, d'optimum. Eh bien, le concept introduit ici par un économiste qu'on a déjà rencontré quand on parlait de Marx, un des grands théoriciens de la valeur travail, mais un grand économiste, Pareto, c'est ce concept d'optimum de Pareto. Qu'est-ce qu'on appelle une solution qui est un optimum de Pareto? C'est une solution... Alors là, c'est important de le savoir pour votre culture générale, mais vous allez voir que quand on va parler de justice sociale avec Rawls, ça va être aussi important parce que Rawls va s'appuyer sur cette notion d'optimum de Pareto. Qu'est-ce que c'est qu'un optimum de Pareto? C'est une solution, ce qu'on appelle une solution, c'est une des cases des tableaux, des matrices que je vous ai présentées. C'est une solution dans laquelle il est impossible d'augmenter l'utilité pour une personne sans diminuer l'utilité pour une autre. Okay. Donc, ça, ce n'est pas un optimum de Pareto, parce que vous pouvez augmenter l'utilité
pour une personne sans diminuer celle pour l'autre. Autrement dit, vous pouvez aller là. Dans ces cas-là, vous pouvez augmenter l'utilité pour les deux. Donc ça, ce n'est pas une solution qui est optimale. Ça, c'est une solution qui est optimale. Ce n'est pas la solution idéale, mais elle est optimale parce que vous ne pouvez pas augmenter l'utilité pour Bob sans diminuer l'utilité pour Jack. Vous augmentez l'utilité pour Bob parce qu'il passe de 20 ans de prison à 2 ans de prison, mais vous diminuez l'utilité pour Jack si vous passez de là à là, parce que Jack, il aurait eu 0, tandis qu'ici, il a moins 2. D'accord ? Donc une solution optimale, c'est une solution dans laquelle vous ne pouvez améliorer le sort de l'un, vous pouvez améliorer le sort de l'un sans détériorer le sort de l'autre. Et ça, c'est pour ça que cette solution, elle est meilleure que celle-là. C'est qu'ils auraient pu faire mieux pour tous les deux, dans leur intérêt à tous les deux. Et pourquoi ça c'est important ? C'est important parce que souvenez-vous que dans l'optique conséquentialiste de Hobbes, on n'est pas en train de défendre un bien commun, un bien général, on est en train de dire les individus n'obtiennent pas ce qui est bon pour chacun d'entre eux. Okay ? Et c'est ça qui est fascinant dans ce problème-là, c'est que les deux, collectivement, arrivent à une décision, n'arrivent pas à la décision qui aurait été la meilleure pour eux individuellement. Je me répète un peu, mais faut que vous voyez bien ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que je me répète sans raison ? Jean ? Pour moi c'est clair, mais juste avant, quand vous avez, dans l'autre slide, vous avez dit si on se pose la question de comment l'autre réfléchit au lieu de soi-même pour prendre une décision, alors dans ce cas-là, il ne réfléchit pas assez loin. Parce qu'il se dit, ah oui, mais l'autre, je pense comment il va penser l'autre, l'autre il va être égoïste. Mais si les deux pensent ça, ils vont les deux choisir la bonne case. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Alors si les deux pensent que l'autre va être égoïste, ils vont tous finir là. Parce que les deux vont dire l'autre va me dénoncer. Mais si les deux font ce choix-là et puis se disent ah oui, mais les deux on a réfléchi qu'est-ce qui peut être le mieux selon ce qu'il va faire l'autre, ils vont faire la bonne décision. C'est horrible, je ne sais pas expliquer ça bien. J'ai mon problème dans la vie. Donc chacun peut se dire si jamais je ne dénonçais pas et que l'autre ne le dénonçait pas, ce serait l'idéal. Okay. Maintenant il va se dire quelle est la chance que l'autre ne me dénonce pas. Mais s'il réfléchit comme moi, on va se mettre d'accord. Oui, alors c'est bien, il y a un certain nombre de... une solution optimiste à ça, c'est de dire peut-être l'autre il a ce degré d'intelligence supplémentaire, il ne va plus douter du fait que je ne vais pas le dénoncer, il va réaliser que si on ne se dénonce pas tous les deux, on arrive à la meilleure situation et on va arriver à ça. Mais le problème, c'est que vous, pour dire les choses naïvement, vous vous exposez à 20 ans de prison si vous faites ça. Vous exposez à doubler votre peine. Okay. x2 juste pour la confiance. C'est un type que vous avez rencontré la veille dans la rue juste pour faire le larcin, c'est pas un... Je veux dire, par exemple, c'est aussi, il y a un problème similaire quand on joue aux cartes et puis qu'on essaye de faire le match, c'est-à-dire de gagner toutes les mains. Ouais. Ben, on risque de perdre plus, mais pour gagner beaucoup en fait. Donc, mais c'est quand même le but du jeu, quoi. C'est de... Oui, alors après il y a toute une littérature sur l'aversion au risque et il y a des personnes qui sont prêtes à prendre plus de risques pour espérer gagner beaucoup. Et puis ça après c'est inclus dans ces... alors c'est une solution possible et souvent une manière de thématiser cette solution, c'est de dire si vous répétez le jeu, si vous jouez à ça plusieurs fois, donc supposez que ce soit juste un jeu, vous jouez une première fois, on est tous les deux dans des salles différentes, on fait un premier coup, on a 10 chacun. Il suffit qu'on le refasse une deuxième fois sans doute, même contexte, et puis là on va arriver à -2, -2. Okay. Donc on sait que la répétition des erreurs comme ça, souvent c'est une solution au jeu, ça fait qu'on arrive à l'optimum, au bon optimum ici, -2, -2. Mais au moins la première fois, on est bloqué là. Hein. Et souvent c'est vital, hein. Là c'est 20 ans de prison, c'est pas tout à fait vital, mais quand même un 8e de vital si on vit 80 ans, ou un quart de vital. Mais voilà. Charlotte, pardon. C'est tout bon, j'ai c'est bien, je vois que vous avez un dialogue fécond avec vous-même. Bien. Alors, petit point maintenant. On a commencé par la tragédie des communs. Maintenant, j'ai introduit le dilemme du prisonnier. Et ce qu'ont remarqué un certain nombre d'économistes et de chercheurs en théorie des préférences là-dessus, c'est qu'en fait, le dilemme du prisonnier il est beaucoup plus général que ce qu'on pense. On imaginait au départ que c'était juste un petit exemple bizarre avec un policier, mais des dilemmes du prisonnier, il y en a partout. Et pour commencer, certains ont dit, mais en fait, la tragédie des communs, c'est juste une version du dilemme du prisonnier. Et puis vous pouvez le formaliser comme ça. Vous avez Paul et Julie. Paul doit se demander s'il surpêche ou s'il ne surpêche pas dans les temps communs. Julie se pose la même question. Ils savent que s'ils surpêchent tous les deux, ils ne prendront que 30 poissons par an dans les temps communs.
S'ils ne surpêchent pas tous les deux, ils prendront 100 poissons par an dans les temps communs, donc beaucoup plus. Donc ils ont intérêt tous les deux à ne pas surpêcher. Mais comme chacun va se dire « Ah, moi si je ne surpêche pas, l'autre va surpêcher », ils vont fatalement arriver à cette solution de double surpêche qui est suboptimale. Donc vous avez exactement la même structure ici de raisonnement. Hein. Vous avez deux individus qui poursuivent leur intérêt, vous mettez leurs intérêts ensemble, ça ne marche pas. Je vous donne encore d'autres exemples, juste un exemple supplémentaire. Vous avez un exemple similaire vous avez deux pays qui ont une histoire de conflit. Ils se demandent maintenant s'il faut se désarmer ou pas se désarmer. Ils savent chacun qu'ils ont intérêt à se désarmer parce que vous avez une paix gratuite. Mais comme ils ne se font pas confiance, c'est toujours le problème, j'arrive tout de suite Arnaud, comme ils ne se font pas confiance, ils ont tendance à construire des armes parce que, imaginez juste la Russie, les États-Unis, vous avez un arsenal nucléaire, ouais, on économiserait beaucoup en stress d'une part, mais aussi en entretien, en renouvellement de l'arsenal si on supprimait toutes les armes nucléaires. Mais qu'est-ce qui me dit que l'autre il va supprimer ses armes nucléaires? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure quand la menace est vitale, la prise de risque, l'acceptation d'un risque, c'est pas comme jouer à un jeu, on dit ah bon, on va essayer de mettre l'autre capot. Enfin moi je dis capot dans mon... Comment vous appelez ça? Le carte où vous gagnez, où les autres gagnent rien du tout. Vous avez dit faire un jeu complet. Ok. Le vocabulaire des cartes change beaucoup selon les régions. Ça, on peut se dire, je prends un risque ici, parce que si je perds, c'est pas grave. Mais l'arsenal nucléaire, si vous avez détruit toutes vos armes et puis que l'adversaire se retrouve avec un arsenal contre vous, ça marche pas. Donc, on se retrouve souvent à choisir la mauvaise option. Bon, là, la mauvaise option, je l'ai mise en bas à droite. Donc, je corrige pour qu'on se soit homogène, mais le problème reste exactement le même, à choisir de s'armer, alors qu'en fait, si on s'était désarmé, ça aurait coûté moins cher. Arnaud. Oui. Ça va? J'ai écrit... Donc, j'ai l'impression que là c'est un peu différent du dilemme de prisonnier, parce que dans le dilemme du prisonnier, l'option, la ligne du haut était forcément meilleure que la ligne du bas, quoi que l'autre fasse. Tandis que là, c'est quoi que l'autre. Tandis que là, la ligne du bas, elle peut être meilleure que la ligne du haut. Donc, Paul, s'il choisit de surpêcher... Si on choisit les deux de ne pas surpêcher, vous avez raison, c'est mieux que seulement un qui surpêche. Et dans le dilemme du prisonnier, si on choisissait les deux de ne pas surpêcher, c'est moins bien que de choisir... c'est bien vu, vous avez raison. Pour que ça marche, il faut que je change, mais je vais... Si je fais comme ça marche. Hein. Oui. Oui, bien vu. Donc là, effectivement, là, il y a des raisons pour Paul, s'il raisonne tout seul, de dire quoi que je fasse, j'ai intérêt à surpêcher, parce que là, je gagne 30 plutôt que 5. Ici, je gagne 100 plutôt que 105 plutôt que 100, tandis que dans la version précédente. Très bien. Ouais. J'ai pas vu ça quand j'ai remis l'exemple. Bien. Alors, tragédie des ressources communes, on a vu maintenant. Donc, on est toujours dans comprendre cette première prémisse. C'est bien, c'est vraiment important de voir que pour que l'argument conséquentialiste marche, il y a des cas très spécifiques qui font que certaines choses qui sont dans l'intérêt de chacun de nous ne sont pas réalisées par l'agrégation de nos décisions rationnelles individuelles. Les ressources communes, le dilemme du prisonnier, et je vous mentionne un troisième cas qui est amplement discuté là encore dans la littérature économique, qu'on appelle les biens publics. Alors avant de vous parler des biens publics, je vous parle du bien privé. Qu'est-ce que c'est qu'un bien privé? C'est les biens qu'on connaît, auxquels on pense. Ce que vous avez, vous, votre ordinateur, votre téléphone, votre vélo, etc., c'est des biens qu'on appelle, en théorie économique, des biens qui sont rivaux et excluables. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bien rival, c'est un bien qui est tel que le fait que vous l'utilisiez, ça empêche les autres de le faire. Okay. Donc le fait que Maureen soit en train de taper sur son ordinateur, ça fait que je ne peux pas taper sur l'ordinateur de Maureen au même moment. Il n'y a qu'un seul utilisateur. La plupart des biens qu'on a, ils sont comme ça. Si Bob utilise sa voiture, Eva ne peut pas utiliser la voiture de Bob. Il y a des biens qu'on peut partager, mais si Eve va manger une part de gâteau, il reste moins de gâteau pour Bob. Autrement dit, la part de gâteau qu'a mangé Eva, je ne peux pas la manger. Donc la plupart de nos biens, ils sont comme ça. On ne peut pas être... le fait que les uns les consomment empêche les autres de les consommer. Et puis une autre caractéristique importante de nos biens privés, qui va être en fait la caractéristique cruciale ici,
avec les biens rivaux, autrement dit, ils sont rares, d'accord? Vous ne pouvez pas en avoir autant que vous voulez. D'ailleurs, on va voir qu'il y a quelques biens qui n'ont pas cette dimension de la rareté. Et puis, on a des biens qui sont excluables. Qu'est-ce que c'est qu'un bien excluable? C'est un bien que vous pouvez utiliser et empêcher les autres d'utiliser. En général, parce que vous avez le droit de le faire. Si c'est un bien qui vous appartient, Maureen, si je vais taper sur son ordinateur, elle peut me dire « Hé, c'est mon ordinateur, vous ne venez pas taper sur mon ordinateur. » Pareil, si on a partagé le gâteau avec Jean et que je vais prendre la part que j'ai donnée à Jean, Jean il dit « non, ça c'est la mienne maintenant, il peut m'empêcher de le faire, soit juridiquement, physiquement il ne peut pas, mais mais au moins juridiquement, s'il va chercher d'autres muscles, il pourra. » J'avais été trop gentil avec vous aujourd'hui, Jean, ça n'allait pas. Alors, bien, ça donc c'est ce qu'on appelle les biens privés. Et une chose très naïve à remarquer pour les biens privés, c'est que le fait qu'ils soient excluables, ça explique pourquoi on a des raisons de les acheter. Autrement dit, pourquoi est-ce que je peux avoir un intérêt à acheter l'ordinateur de Maureen? C'est parce que Maureen, elle peut m'empêcher de l'utiliser. Elle a le droit de le faire, c'est le sien. Okay, donc c'est pour ça que j'ai envie de l'acheter, son ordinateur. Si j'ai envie de l'utiliser, ou de payer Maureen pour qu'elle me le prête 1 heure. D'accord? Donc si elle ne pouvait pas m'exclure, m'empêcher d'utiliser son bien, il n'y aura aucune raison pour moi de dépenser de l'argent pour l'utiliser. Okay? Absolument trivial. Alors maintenant, il y a un ensemble de biens qui ne satisfont pas ces deux contraintes, individuellement ou collectivement, et qui sont des biens qui ne sont pas des biens privés. Et le tableau qu'on a, c'est le tableau suivant. Nous, on s'est intéressé aux biens privés ici, qui sont à la fois excluables et rivaux, les gâteaux, les terrains, les violons, les voitures, les vélos, mais vous avez des biens qui sont rivaux, mais qui ne sont pas excluables. C'est précisément le cas des poissons dans le lac ou dans la mer. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas excluables? Parce que si c'est la mer, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'aller pêcher des poissons dans la mer. En général, la mer, c'est le bien collectif, vous y allez, on peut prendre ce qu'on veut. Si vous avez un doute sur la mer, l'air, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'accéder à l'air, de respirer de l'air. Concrètement, on ne peut pas dire « non, cet air-là, il est à moi, tu ne touches pas ». Les routes publiques, typiquement, elles sont publiques précisément dans le sens où chacun peut y aller. Donc c'est des biens qui ne sont pas excluables, vous ne pouvez pas empêcher des personnes de les utiliser, mais c'est des biens qui sont rivaux, parce qu'évidemment, l'air que je respire, vous ne pouvez pas le respirer, les poissons que je pêche, vous ne pouvez pas les pêcher, et l'eau, la portion de route que j'occupe, vous ne pouvez pas l'occuper. Vous avez par ailleurs des biens qui ne sont pas rivaux. Des biens qui sont tels que le fait que vous les consommiez, ça en laisse autant pour les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gâteau infini? Ben oui, il y a des gâteaux infinis. Il y a, alors vous allez me dire le Wi-Fi, pas exactement, mais enfin, Wi-Fi de l'université, le fait que Charlotte soit sur son Wi-Fi, ça ne fait pas que mon Wi-Fi je vais avoir moins de Wi-Fi. Je sais qu'à certaines limites, ça fait ça. Mais prenez abonnement de musique en ligne. Okay? Charlotte, elle télécharge le dernier, ou elle écoute en streaming le dernier morceau de je ne sais pas qui. Ça n'en laisse pas moins pour moi. Je peux le faire autant. Puis on peut être 100 000 à écouter le même morceau. Le fait que les uns le consomment ne fait pas que les autres ne peuvent pas le faire. Cours à lumineux, c'est pareil. Alors, il y a une place limitée, mais il y a quand même le fait que vous soyez 10, 20, 30, ça ne change pas, ça n'en laisse pas moins pour vous. Vous dites pas, zut, aujourd'hui on est 30, on va avoir moins de super cours de philosophie. Non, c'est pas un gâteau un cours, vous en avez autant chacun. Alors ça, c'est des biens non rivaux, et c'est des biens qu'on appelle de club, parce que malgré tout, vous pouvez empêcher l'accès à certaines personnes. Le Wi-Fi, vous pouvez le protéger par un code. L'accès à l'université, vous pouvez dire il faut être inscrit comme étudiant. L'abonnement de musique en ligne, il faut payer votre abonnement. Et puis vous avez des biens qui sont non rivaux, mais qui sont publics, parce que là, vous ne pouvez pas empêcher l'accès aux autres. Vous ne pouvez pas empêcher l'accès à tous ceux qui bénéficient du bien. C'est le cas, par exemple, d'un bouclier antimissile. Si vous avez un bouclier antimissile au-dessus de la Suisse, ou d'Israël, pour prendre un exemple plus d'actualité, vous ne pouvez pas empêcher quiconque se trouve sur le territoire d'Israël de bénéficier du bouclier antimissile israélien. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, toi, tu n'as pas payé, tu profites pas. Okay. » Si je n'ai pas payé de mon abonnement de musique en ligne, je peux ne pas avoir accès à la musique que je veux voir. Mais si je n'ai pas payé mon abonnement à la protection antimissile, j'en profite quand même. On dit que le contrôle des maladies infectieuses, c'est pareil. Si vous avez une campagne de vaccination importante ou des campagnes d'hygiène importantes qui protègent tout le monde sur un territoire d'une certaine épidémie, même si vous ne participez pas à ça, vous ne voulez pas payer pour cette campagne-là, vous allez quand même bénéficier de ça. Et puis un exemple qu'on prend souvent parce qu'il est assez simple et un peu moins lourd que les précédents.
si vous regardez les phares qu'il y a sur le bord du lac de Neuchâtel qui s'allument en cas de tempête, comme c'est peut-être le cas en ce moment, ça, un phare, c'est quelque chose dont toutes les personnes sur le lac peuvent bénéficier, que vous ayez payé ou non. Vous êtes sur votre bateau, vous voyez le phare qui s'allume, vous dites « Oh là là, ça c'est signe qu'il faut rentrer au port ». C'est un bien qui n'est pas excluable. On ne peut pas dire vous avez le droit de le regarder seulement si vous avez payé. Une fois qu'il est là, il éclaire tout le monde. Et puis, il est non rival parce que le fait que moi je vois le phare, ça n'empêche pas Jean de voir le phare. Alors, pourquoi cette typologie des biens? Ça, c'est juste ontologie d'économie, différents types de biens relativement à leur type de consommation. Le problème, que vous avez peut-être senti venir maintenant, c'est que quand je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à acheter certains biens? C'est parce qu'ils sont excluables. Pourquoi j'ai intérêt à acheter le gâteau, l'ordinateur de Maureen ou un abonnement de musique? C'est parce que si je ne le fais pas, j'y accède pas. Mais en revanche, ces biens-là, il serait bien sot de payer pour devoir y accéder. Dans tous les cas, même si je ne paie pas, je peux y accéder. Okay. Si je vous dis maintenant l'air, c'est 10 francs de litre d'air. Je m'en fiche, ouais, si vous voulez, mais je m'en fiche, je pourrais respirer même si je ne paye pas. Si je vous dis le phare, c'est vous utilisez le phare dans le lac, à chaque fois que vous posez vos yeux sur le phare, c'est 5 francs. Ouais. Comment vous allez mesurer ça? Vous n'avez aucun moyen d'exclure quelqu'un d'utiliser le phare même s'il n'a pas payé. Alors pourquoi c'est un problème? Souvenez-vous, on est dans la justification conséquentialiste de la légitimité de l'État. La justification conséquentialiste de la légitimité de l'État, elle dit la chose suivante. Elle dit tous ces biens-là, si vous les laissez au marché, qui cherchent à faire des bénéfices, ils ne seront pas produits par le marché. Parce que si vous vous mettez à vendre des phares, personne ne va les acheter. Dans tous les cas, on peut accéder aux phares. Si vous vous mettez à vendre de l'air, personne ne va l'acheter, parce qu'on peut dans tous les cas accéder à l'air. Si vous vous mettez à faire payer pour votre bouclier antimissile, personne ne va l'acheter, parce que dans tous les cas, on peut bénéficier du bouclier antimissile, etc. Donc les biens qui sont non excluables, les biens dont vous ne pouvez pas empêcher la consommation par certaines personnes plutôt que d'autres, vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez pas faire un business comme on dit avec ça. Vous ne pouvez pas vous dire je vais faire une entreprise de vente d'air maintenant, vous pouvez essayer, mais d'air respirable, ça risque de mal marcher. André. Du coup, les conséquentialistes sont des ennemis communs des libéraux, des ennemis naturels des libéraux. Alors, pas vraiment en réalité, parce que ça dépend sur des points comme ça. Ils vont dire la conclusion vers laquelle on tend. Là, on n'est qu'à la première prémisse, mais la conclusion vers laquelle on tend, c'est de dire si c'est vrai qu'il y a des biens comme ça, si c'est vrai que l'État peut les fournir, mais là certains libéraux vont dire c'est vrai qu'il y a des biens comme ça, mais c'est pas vrai que l'État peut mieux les fournir que la générosité des individus. Et si par ailleurs la troisième prémisse éthique est vraie, alors l'État doit les... Et même si vous acceptez cette conclusion-là, l'État doit produire ses biens, les libéraux vont dire, il y a certains libéraux qui vont dire oui c'est vrai pour les biens publics, mais il y en a finalement très peu des biens publics, et ça ne justifie pas l'intervention de l'État pour la production de tous les biens excluables, à savoir une grande majorité. Donc ça, typiquement, si vous prenez l'université, vous ne pouvez pas justifier le financement public de l'université avec cet argument-là, parce que vous pouvez juste faire payer l'entrée à l'université. Oui. Donc il y a aussi un moyen libéral d'accommoder cette conséquence, de dire oui, c'est vrai qu'il y a un certain type de biens, mais ils sont plus restreints que ce que veulent défendre des personnes plus interventionnistes sur la légitimité de l'État. Alors, je conclus juste là-dessus. Donc, on a vu 3 justifications de cette première prémisse. On va terminer la prochaine fois sur le conséquentialisme en faveur de l'État. Première justification, la tragédie des communs. On surpêche dans les choses qui n'appartiennent à personne. Deuxième justification, les dilemmes du prisonnier. On arrive à des situations qui sont suboptimales si on poursuit simplement notre intérêt. Et troisième justification, il y a un certain nombre de biens, des biens publics et communs, à savoir les biens non excluables, dont on a besoin individuellement. On a besoin des phares sur le lac si on fait du bateau, mais qui n'ont aucune chance d'être produits, semble-t-il, si on s'appuie uniquement sur la poursuite individuelle de nos intérêts. Okay. Alors, il nous restera à voir la prochaine fois les 2 autres prémisses. Il faut ensuite montrer que l'État peut, par la contrainte, satisfaire ses différents intérêts. Et la prémisse éthique qu'on présentera et discutera la prochaine fois, avant de passer aux théories du fair play. Bien, merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine.